Mars 1991, le carreau de la fosse Ledoux à Condé-sur-Escaut. Bah, c'est triste, hein, parce que j'ai vu, j'ai pas revenu depuis le mois de septembre, hein. C'est vraiment triste. Hein. Ouais. Et ce bâtiment-là, vous le rasez aussi, là? Ah, tout. Et le bureau, même bureau, vous le rasez là-bas? Tout. Oh, les salauds. Il y a tout le chalet, quoi. Ah, là. Ouais, là, t'as les carrelages des bains-douches ouvriers, les carrelages des bains-douches ingénieurs. Voilà. Et en dessous, c'est les bains-douches ouvriers, tout en bleu. Hein? Il y a des bonnes parties là-bas, ouais. Et le ballon d'eau chaude, il est resté, hein. Regarde là-bas. Vous voyez pas là? Bah, mon bureau est là-bas, tu vois pas là-bas? Regarde, il n'y a plus rien. Tout est cassé. Ça vous fait rien de démolir un truc comme ça? C'est de la ferraille. Hein. Ouais, c'est de la ferraille pour vous. Ouais. Nous, il n'y a plus de sentiment, vous voyez. Comment elle a fait pour On a la passé 30 ans de démolir? vie là-dedans, il y a du sentiment. Comment Tandis que elle vous, a bah, fait c'est de la pour la ferraille. Ouais. démolir, la C'est vrai. grille? Allez, on y va. Eh oui. Le 27 octobre 1990, il est midi et demi à la fosse neuve de l'Escarpelle à Rovarandin. Le poste du matin remonte la dernière berline de charbon du département du Nord après 270 ans, 8 mois et 22 jours d'exploitation. C'est vraiment la fin de la mine, quoi. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Il y a à la fosse ici? Enfin, En tout, j'ai 29 ans de service. Ouais. vous avez fait plusieurs fosses? Oui, ça fait la 3e fosse. J'ai fait Bonnel, Barrois et puis la fosse neuve ici. Donc c'est pas la première que vous voyez fermer. Voilà. C'est toujours triste quand on pense que c'est demain le dernier poste. Bon, ce ne sera pas tout à fait le dernier poste, mais disons que l'exploitation s'arrête effectivement aujourd'hui. Hein. Très triste. Tout le monde, tout le monde y est triste. Tous les mineurs. Comment ça s'est passé au fond ce matin? Bon, on n'avait pas, disons qu'on travaillait, mais c'était pas le même que d'habitude. On se parlait de moi et d'habitude on se parle, on rit ensemble, tandis qu'aujourd'hui c'était très sérieux. Ça va, on peut travailler. Comme d'habitude? Oui, comme d'habitude. Un petit peu. Ouais. Pas beaucoup, mais travailler quand même. Les molettes ont encore tourné un mois, le temps de terminer les travaux de démantèlement et de préparation du remblayage du puits. Pendant le week-end du 24 au 26 novembre 90, les aboutiers ont enlevé les 2 cages et les câbles. Le puits de l'Escarpelle a été comblé fin janvier 91. Pour sortir la cage, toutes les protections du puits ont été retirées à l'exception de 2 demi-ponts mobiles. Les ouvriers travaillent la plupart du temps au-dessus du vide en accrochant le mousqueton de leur harnais de sécurité aux structures du puits. Les aboutiers ont une longue habitude de ces procédures. Leur métier consiste à entretenir les parois et à contrôler ou à remplacer périodiquement les cages et les câbles. Le travail est toujours minutieusement préparé. C'est l'expérience qui permet de faire face à l'incident.
La cage est rendue solidaire du câble porteur par une pièce d'acier. Mais sous les cages, un autre câble les relie entre elles pour assurer leur équilibre. Il s'agit donc de détacher les deux câbles, l'un après l'autre, opération réglée au centimètre en coordonnant l'équipe d'aboutier et les deux treuils qui manœuvrent l'ensemble. La cage a été posée sur un chariot, le câble porteur peut alors en être désolidarisé. La cage est retirée de son logement et la tête du câble est tronçonnée. Le câble va dérouler pour la dernière fois ses 800 mètres jusqu'aux molettes, en passant par la poulie de la machine d'extraction. Cette opération n'était pas nouvelle, les câbles et les cages étaient changés régulièrement, mais ce dernier câble ne sera pas remplacé, il finira à la mitraille et le chevalet n'a désormais plus de raison d'être. J'ai toujours triste de voir un siège fermé, quoi. C'est quelque chose. Et avec ce câble qui s'enroulait tout à l'heure, c'est un peu de votre métier qui disparaissait. Oui, un peu aussi, ouais. Un peu de notre vie de mineur, quoi. Un peu de notre, comment dirais-je, c'est quelque chose. C'est difficile à dire, difficile à expliquer. Qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire à fermer le puits de Wagny? De Wagny, ouais. Là, il y a à peu près 6 sièges, 6 puits à fermer, à démanteler. Pour que c'est à peu près les mêmes principes. Là, ça va. Donc après avoir passé votre vie à entretenir ce puits, ces puits, ce câble, oui, vous allez finir votre carrière en les démontant. Dans le Pas-de-Calais, le charbon a été découvert le 7 juin 1842 dans le parc d'un château de Wagny. 35 ans plus tard, la production du département dépassait celle du Nord. Dans le bassin, le nombre des ouvriers quadruple, la population double, et dès la fin du 19e siècle, les compagnies minières qui embauchent à 12 ans prennent en main toute la vie des mineurs, de la maternité à l'assurance décès, en passant par l'école et le logement.
La cité est construite autour de la fosse et la formation des futurs mineurs suit le changement des techniques, des méthodes et des matériels. Les derniers mineurs d'aujourd'hui, qui ont 30 ans et plus d'ancienneté, ont connu la même évolution. Je suis fier d'être mineur, mais je ne suis pas tellement fier d'être le dernier chef porion du bassin. J'aurais aimé qu'il y en ait encore d'autres derrière moi. J'ai commencé à travailler la mine à 14 ans. Et à 14 ans, on n'est pas bien armé pour répondre à l'attente qui nous est faite à ce moment-là. Et pour vous situer, je faisais 1m44 ou 1m45 pour 40 kg. Donc j'ai juste la limite d'embauche. Pendant un an ou deux, j'ai eu des difficultés, mais qui étaient uniquement de l'ordre physique. Et à 16-17 ans, quand on commence à s'étoffer un petit peu, il n'y a plus de problème. Vous avez fait tous les métiers qui s'exercent au fond? Je suis passé depuis le stade de Galibo, donc de 14 à 18 ans, où on passe, on nous amène au fur et à mesure de l'âge, si vous voulez, à être plus au contact du métier du réel, métier de mineur. Et ensuite, à partir de 18 ans, on nous met un peu à l'épreuve. C'est-à-dire? Des stages de charbon piqueur, marteau piqueur, tout ce qui est travaux directement productifs. C'était le début de la mécanisation et on travaillait surtout au marteau piqueur. Oui. Ensuite, vous avez donc connu les tailles comme elles étaient exploitées jusqu'au bout, c'est-à-dire avec soutènement marchand et le démarrage de l'exploitation mécanisée par rabot et aveuse. Et ensuite, on a connu l'implantation du soutènement marchand. Sous formes diverses, matériel très souple pour veines masses, jusqu'aux grosses piles type Edmond pour des veines avoisinant 3 mètres. Qui dit nouvelle technique, dit matériel beaucoup plus lourd, donc respecter certaines règles au niveau manutention de gros appareillages. Il a fallu penser aussi à améliorer les conditions de travail, liées directement à la mise en place de ces nouvelles techniques. Et il a fallu aussi travailler de façon très ordonnée. Juste après la guerre, on a commencé à électrifier. Moi, autant que je m'en souvienne, j'ai connu les derniers moteurs à air comprimé. Et en 60, on avait déjà pas mal électrifié au fond. Avec l'amplification des besoins d'énergie, les services du jour se sont diversifiés. Après les compresseurs d'air, vieux parfois de plus d'un demi-siècle, sont venues les stations électriques. L'augmentation des capacités d'abattage a entraîné des demandes d'aérage plus importantes, alors que les tonnages transportés, matériel, charbon, croissaient en proportion. Le fond devenait une usine qui se doublait d'une autre usine au jour. Ces nouveaux moyens ouvraient de nouvelles perspectives à la sécurité. Le télévigile était devenu un poste de contrôle et d'intervention sur toutes les activités du fond. Allô, bonjour, François Boisdu, j'écoute. Oui. C'était d'autant plus vrai qu'à Michel, la dernière taille, il avait fallu obtenir une dérogation du service des mines pour exploiter jusqu'à 2% de grisou au lieu des 1,5 réglementaires. La mesure des gaz, le grisou, les oxydes de carbone, les débits d'air étaient contrôlés en permanence. Les dispositifs de sécurité pouvaient couper le fonctionnement des machines en cas d'anomalie.
202 alors. Teneur. Alors on a 1,20 sur le 202. Parfait. Ouais, mais c'est normal, hein. De leur côté, les géomètres prévoyaient pour tous les exploitants les accidents de terrain et les variations de débit de méthane. Bon, donc notre taille est arrivée donc au point 22-21, 768. Donc tout là, et ensuite on devrait quand même arriver en des conditions beaucoup plus normales, avec une pente montante sur le pied de taille, une pente montante sur la tête de taille, un profil relativement régulier. On va quand même faire attention à la manière dont on va incliner la taille. Ça devrait être, on devrait avoir des problèmes dans une quarantaine de mètres. La tête de taille risque d'avoir du grisou si la taille avance un peu plus vite. Michel, le dernier chantier d'abattage du charbon, a été traité comme tous les autres avant lui. L'ensemble des paramètres nécessaires au fonctionnement d'une taille et de l'évacuation de ces produits ont été gérés comme ils devaient l'être d'habitude. Situation paradoxale que celle où se sont trouvés ces hommes abattant du charbon, non pas pour produire, mais pour se conserver un travail. Il fallait en même temps poursuivre un autre objectif et atteindre un objectif qui était celui de continuer à tourner jusqu'à la fin dans des conditions tout à fait normales. Enfin, que les chantiers qui tournaient jusqu'à la fin puissent tourner dans des conditions tout à fait normales. C'était essentiel, bien sûr, pour que les plus âgés, avant d'avoir leur mesure d'âge, finissent correctement leur carrière. C'était essentiel aussi pour maintenir chez les jeunes qu'il fallait donc convertir, de maintenir, disons, le sens du travail, de l'organisation. Enfin bon, hein, c'est pas en se laissant aller qu'on prépare l'avenir. Or, tous les feux rouges, tous les clignotants du tableau de bord passaient rouge. Comment assurer la sécurité alors que les plus performants, les plus jeunes, les spécialistes partaient? Comment lutter contre l'instabilité permanente des équipes alors que les gens partaient de manière impromptue? Si vous voulez, on ne savait pas répondre à ces questions. Comment faire, en somme? Comment maintenir l'ambiance au fond alors que la fin était prévue et que on savait très bien que le charbon n'intéressait plus personne. Ici, c'est vraiment du gruyère. Ça a été vraiment pris. Mais il y en avait encore, si on aurait voulu pouvoir faire quelque chose, on aurait pu aller un peu plus profond et rattraper sur les côtés. Mais là, on n'a rien fait du tout, on a laissé tel que c'était à l'heure actuelle, que c'était il y a combien, je vous dirais, peut-être aller 50 ans en arrière, on l'a laissé tel que, on n'a jamais rien approfondi, on n'a jamais rien fait d'autre. Ça veut dire que pendant 50 ans, on a toujours exploité le même niveau. Mais est-ce que, économiquement, ça valait le coup? Économiquement, non. C'est fini, le temps d'économie. Parce que je vous dirais franchement parler, j'assiste aux réunions, ça va faire plus de 12 ans. Et à chaque fois, c'est non-rentabilité, perte, 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 perte. C'est la chute libre. Et plus qu'on avance, jusqu'à l'heure actuelle, je remarque que même avec l'exploitation qu'on a et le bon rendement qu'on a à l'heure actuelle, on est perdant sur tous les côtés, parce que la dernière fois, on nous a encore dit, je ne sais plus, on est déficitaire de autant X par tonne de charbon qu'on ne peut plus rattraper. Vous savez très bien que c'est un long processus qui arrive à terme.
Bon, la fermeture, on peut, je pense, la considérer comme la période du plan social, où la direction de charbonnage de France a bien montré que ce coup-ci, c'était ferme et définitif. Et donc, on avait 2 à 3 ans selon les établissements pour régler les problèmes sociaux. Mais si vous voulez, on sait que ça a toujours été un drame pour nos gars, hein, et surtout les plus anciens, c'est évident. Je vous dirais que c'était très poignant parfois de voir des gens sensationnels dans le travail, des chefs de taille, des gars extraordinaires, brers comme des gosses, comme on dit dans notre pays. Hein. Et ça a toujours été un drame pour eux. Mais ils ont eu un courage extraordinaire. C'est une corporation qui disparaît complètement. Bah, si vous voulez, c'est un métier qui est tellement spécifique, tellement prenant, tellement, j'allais dire, mystérieux pour le public, puisque on voit rien du jour, on ne sait pas ce qui se passe au fond, on ne peut pas l'imaginer, c'est inimaginable à mon avis. Ouais, là, tu vas démonter. Ça, c'est bien. Et jusqu'au bout, chaque jour, après avoir enfilé les loquets de fosse, ils ont vérifié, entretenu les outils, les lampes et les grisomètres. C'est bon. Voilà. Chaque jour, ils ont pointé, organisé les équipes, réparti le travail, parlant des difficultés de la veille, trouvant des solutions toujours nouvelles à des problèmes vieux comme la mine. Hein? Ta camarade est là? Ouais. Tiens, Jean. Marc, il n'y en a pas? 84. 59, 59. Allez-y, allez-y, vous avez Jusqu'au bout, la machine d'extraction, une Léonard à 2 moteurs à courant continu de 875 chevaux, a déroulé son kilomètre de câble à 48 tours minute en subissant chaque semaine les 6 essais réglementaires. Je reprends la cage. Je vais dans le fond, là. Si on arrive. On pousse.
Et jusqu'au bout, ils ont dévalé, allant chercher le charbon dans des conditions de plus en plus difficiles. Jusqu'à l'heure actuelle, on a pris tous les alentours. On se retrouve le plus profond possible, le plus loin, les chantiers les plus éloignés. C'est le trajet qui coûte le plus cher. Quand, je ne sais pas si vous avez été à Michel, il faut quand même un quart d'heure de train. Bon, un quart d'heure au matin, un quart d'heure en fin de poste, ça fait déjà une demi-heure de passé, plus un quart d'heure pour arriver au chantier. Ça vous fait en tout et pour tout 1h30 de perdu en cours de route. Le temps que les gars se mettent dans la taille, qu'ils se mettent en place, le chantier ne marchera pas au bon rendement voulu. Et vous, on vous a prévenu à quelle heure 5h30, on vous a prévenu ici. C'est quand on lui a téléphoné. La taille 224 de la veine Michel était à près de 6 km du puits d'extraction. Pour maintenir la sécurité des hommes, il était nécessaire de respecter toutes les consignes, par exemple le sas d'aérage, essentiel pour orienter les flux d'air selon les plans et maintenir les débits d'air dans la taille. Remettre le tapis en route, le tapis personnel, le remettre en route. Descendus du train, les 260 mineurs des derniers postes ont sauté sur les deux convoyeurs à bande longs de 370 mètres qui les ont tissés jusqu'à l'entrée du quartier, pour gagner du temps et aussi pour s'éviter la peine de la remonte. Ceux qui allaient au pied de taille ont utilisé le télésiège à signalisation automatique, fabrication maison. C'est vite, il y a quelqu'un derrière. Encore quelques dizaines de mètres à pied et ils sont arrivés dans la taille. Michel était exploité avec un rabot, un soc d'acier de 3 tonnes qui traçait ses sillons dans le bas de la veine. Le charbon était emporté par des raclettes tirées par une chaîne sans fin dans un couloir métallique, le convoyeur blindé. À chaque extrémité de la taille, des moteurs électriques actionnaient la chaîne qui tractait le rabot. Il montait et descendait du pied à la tête du chantier à 1 demi-mètre seconde. Les hommes et le matériel circulaient dans des piles de soutènement marchand à ou sous pression. Il y en avait 108 dans Michel, en tout 1500 tonnes de matériel. Bon, qui est-ce qui a coupé le blindé dans la taille? Qui est-ce qui a coupé le blindé dans la taille? Bon, Daniel, revise un peu qui c'est qui a coupé le fondu? Et je vais t'envoyer, je renvoie à la tête. Fais au répartiteur, fais au blindé. Et monte ta rabot, monte ta rabot. Oui. Ah, c'est chaud. Michel, 170 mètres de long, c'était une pente de 23 degrés, une ouverture d'1 mètre, très irrégulière. C'est bon.
Cette taille n'est pas une taille très belle dans l'ensemble. Elle a un rendement assez bien, on ne pourra pas dire le contraire, mais elle est très très mauvaise. De quel point de vue? Question de toit, de niveau. Cette taille est irrégulière tout du long. Elle fait des vagues à l'intérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez, admettons, 1,10 m d'ouverture. Le lendemain, vous vous retrouvez avec 80 cm, 70 cm. Alors là, c'est du forage, bucage, ou bien du rabaissage au DN. Comment ça s'est passé cet après-midi? Bah, pas trop bien. Puisqu'on a eu de la casse, on a dû changer des coupleurs dans la desserte et du minage en taille. Il a fallu tirer encore? À 3 places différentes. Ça veut dire une trentaine de mines. Et problème de grisou encore? Bah, grisou, il n'y en a pas tant qu'on ne rabote pas. Il y a du grisou dès qu'on rabote, et comme le baromètre il monte, on est plutôt en haute pression. Il y en a, mais on est bien dans les limites. Elle est toujours aussi chahutée, elle s'écrase? Le chahutage est du pied de taille au bac 70. Et le reste, ce qui nous tient, c'est le minage au renvoi de taille, comme vous avez vu avec nous. Marcel, dévoile le rabot. Au pied de la taille, le charbon a été repris par un autre convoyeur blindé pour être concassé en grains plus homogènes et être transporté à près d'1 kilomètre de là jusqu'au point de chargement dans les barous, les wagonnets vides. Même si les chiffres n'ont plus beaucoup d'importance, la production de Michel 224 a été de 84 000 tonnes, représentant 565 tonnes par jour en décembre 90, soit un rendement de 7 tonnes par homme et par poste. C'était une motrice électrique, un trolley qui tractait les trains de berline pleines, les balles, jusqu'à la recette du fond du 10 douanier. Il faut faire attention au trolley, il y a du 500 volts.
En haut de la tour d'extraction, les balles effectuaient un circuit, presque un balai, en utilisant la gravité et un ensemble de systèmes de freinage et d'aiguillage avant d'être culbutées dans une trémie. Le 10 Douany était le dernier puits foncé dans le bassin entre 1958 et 1960. À sa construction, la tour pouvait extraire 12 000 tonnes nettes par jour avec 2 machines, soit près de 7 000 berlines. Dans les derniers temps, on en traitait moins de 200. Selon les dernières techniques, la machine de 4400 chevaux et la Pulley Cup à 54 mètres du sol étaient posées à l'aplomb du puits. L'ensemble pesait 12 000 tonnes. Ces jumeaux s'appelaient 19 de Lens et Barrois dans le Nord-Pas-de-Calais, Marino, Wouters et Simon en Lorraine, et le puits Yvan Moranda près d'Aix-en-Provence. Les premiers foncés vers 1960 et le dernier en 1987. Le lavoir du Lys a été fermé en même temps que la taille qui l'alimentait. Il avait été prévu à l'origine pour conditionner 24 000 tonnes brutes par jour. Le charbon, séparé des schistes par flottation, était lavé, criblé, puis calibré selon les catégories de grains avant d'être livré à la consommation. Les poussières fines étaient agglomérées en boulets dans l'usine voisine. En 1984, il y avait encore 21 000 salariés aux houillères. On a fermé les fosses, les lavoirs, les usines. Ils resteront moins de 1500 en 1991. Le dernier défi des houillères s'appelait plan social. Qu'est-ce que vous allez devenir, vous ? Enfin, disons qu'ici, je vais encore rester un peu pour te démontrer complètement le fond. Et ensuite, c'est suivant les propositions que j'aurai. Et puis, si ma santé me permet d'exercer certains métiers. Quand vous avez déjà des problèmes de santé ? Oui, question de silicone. Je quitte la mine sans trop de handicap. Et disons que la mine m'a bien préparé à faire autre chose. Alors vous allez vous reconvertir Non, j'ai des choses en préparation. On ne peut pas cesser toute activité à 45 ans d'âge, bien sûr. Et la mine nous a toujours habitués à travailler, à prendre des smusettes pour les bosser. Ben, disons que dans un premier temps, je vais essayer de faire ce que j'ai pas pu faire durant ces dernières années. Surtout me cultiver davantage et puis préparer l'avenir de façon optimiste. À la retraite, arrivé à 50 ans. 50, oui. Vous restez ici ? Oh, on va voir, oui. Et maintenant, oui, on va voir les enfants s'ils veulent aller, on va aller. S'ils ne vont pas, on va rester. Pour nous, c'est rien, parce que c'est-à-dire pour nous, on sera pensionnés, c'est plutôt pour les jeunes qui sont partis. Hein. Pour le boulot qu'ils vont avoir, c'est pas qu'est-ce qu'ils vont avoir comme boulot maintenant. Qu'est-ce que vous allez devenir, vous ? Bah moi, je serai pensionné. Les houillères ont fait le pari de ne pas licencier.
Et donc on dit, nous ouvrons un plan social sur 3 ans, il s'agissait de 3 ans ici à Wany, compte tenu de l'importance de l'établissement. Nous ouvrons un plan social sur 3 ans, et dans 3 ans, tout le monde sera casé. Voilà quel était le pari au départ. Donc je rappelle, 1200 personnes, ce qui avec femmes et enfants, j'ai fait le calcul, représentait plus que la population de la commune. Et donc vous avez réussi ce pari dont vous parliez? Alors, on était vraiment devant une mission impossible, puisque quand on a ouvert le plan social et qu'on a commencé l'interview du personnel, puisque on a commencé par là, bien sûr, il s'agissait en effet de les motiver et de les tester, de les orienter avant de les former et de les porter dans un nouveau métier, vers un nouveau métier. Donc quand on a commencé à avoir notre personnel, par exemple la catégorie de ceux qui avaient pris leur musette à 15 ans et qui n'avaient connu que le trou de fosse, comme on dit chez nous, ces gens-là nous ont dit, mais écoutez, ça fait 2 fois qu'on nous dit que ça va fermer, on fait toujours du charbon, ce ne sera qu'une 3e fois. Ou nous ont dit, les houillères c'est l'État, à l'État de nous trouver du travail. Enfin, vous voyez le genre de raisonnement que les gens tenaient devant nous. Que faire des très bons niveaux? Nous avions, comme dans toute entreprise de main-d'œuvre, des très très bons niveaux. Comment les orienter? Comment pouvoir les présenter à un entrepreneur? Que faire avec les Marocains? Je ne sais pas si vous vous souvenez, à cette époque, les Marocains sortaient de leur mouvement de 2 mois qu'ils avaient déclenché à la suite de l'entrée du premier siège en plan social, c'est-à-dire le Courrières. Et ces Marocains, les Parisiens, rêvaient de les faire retourner en masse au pays. Dans les programmes de retour, de fusion d'effectifs, il y avait de très nombreux retours au pays. Et nous, avec le test du caddie, on savait très bien que la plupart ne rentreraient pas. Qu'est-ce que vous appelez le test du caddie? Le test du caddie, c'est une invention d'un des agents de maîtrise ici du siège, en disant, regardez une famille marocaine dans une grande surface, et selon le comportement de la femme et du mari, qui pousse le caddie, qui choisit les denrées, vous verrez si le Marocain repartira ou pas. Enfin, plus sérieusement, disons qu'on savait très bien que, comme dans tous les pays européens d'ailleurs, une mesure financière incitatrice ne fait que faire partir plus vite celui qui avait l'intention de partir un jour. Mais celui qui, pour des raisons familiales ou autres, est décidé à rester et à ne pas repartir au pays, ne repartira pas, même en l'arrosant avec des millions. Le plan social a été un très bon truc, ils ont été effectués, mais il y a quand même eu des échecs. Sur les échecs qu'on a eus, il y en a beaucoup qu'on a essayé d'arranger l'affaire avec M. Doligier et qu'on a arrivé à recaser ailleurs. Mais il reste quand même des échecs, surtout du groupe de Courrières. On peut dire donc que le problème est effectivement résolu en nombre. Est-il résolu en qualité? Je suis assez mal placé pour le dire, puisque disons qu'on a vécu ça avec nos tripes depuis 3 ans, donc critiquer nous-mêmes, apporter un jugement de valeur très objectif sur l'opération est très difficile. Enfin, disons qu'on aura donné le maximum de bagages à nos gars. Si vous voulez, on opère un peu, prendre une comparaison qui va encore paraître paternaliste, cette entreprise a toujours été souvent regardée comme telle, enfin, jugée comme telle. On a regardé partir nos gars comme un père de famille regarde partir ses gosses. On essaye de leur donner le maximum pour vivre leur vie, mais à partir d'un moment, il faut qu'ils s'en aillent. Les centrales thermiques, les ateliers, les services projets, l'exploitation des terris, la coquerie de Drocourt, la briqueterie du Lu, la récupération du grisou ont donné lieu à la création d'une 15aine d'entreprises regroupées dans Filianor. Les logements, la médecine minière, le patrimoine social, les emprises foncières, la gestion des pompages et des affaissements seront encore la source de nombreuses discussions dans le Nord-Pas-de-Calais, désormais sans charbon. Fin décembre 90, les derniers mineurs venus de tous les groupes du bassin se préparaient à accomplir au fond pour la dernière fois leurs gestes quotidiens. Ils ont été quelques dizaines à les faire, successeurs de plusieurs centaines de milliers d'autres qui, en 270 ans, ont extrait 2,5 milliards de tonnes de charbon.
Et jusqu'au dernier jour, les conditions du fond n'ont permis aucun relâchement. Le matériel nécessaire aux étais, à la protection, au renforcement de l'arrière-taille a été livré par le monorail, tracté par le treuil télécommandé. Même après, on en a eu besoin pour déséquiper le quartier. Porte-le bien, c'est qu'on l'attaque un petit peu. Jusqu'au dernier jour, ils ont ripé les têtes motrices en dégageant le terrain au marteau-piqueur. Ils ont rabaissé l'Oden, tiré au renvoi de taille, monté et redévalé le rabot, ravancé les piles et le convoyeur. C'est bon. Jusqu'au bout, ils ont garanti la sécurité. 13 têtes de télégrisoumétrie avaient été installées dans le quartier pour rester dans les limites de la dérogation du service des mines. Jusqu'au bout, ils ont abattu du charbon pour l'honneur du métier. Un très bon métier, très bien payé, je ne le cacherai pas, il ne faut pas le cacher. Un très bon métier puisque c'était pas un métier d'entreprise comme vous voyez maintenant à l'heure actuelle, puisqu'on pouvait faire à peu près, on avait beaucoup de liberté à l'intérieur de ce travail. Mineur de fond, c'était un métier d'homme libre? Oui. Assez libre. Qu'est-ce que vous conserverez comme idée forte de vos années de métier? Ça, je peux pas vous l'expliquer non plus, ça peut pas passer ça. J'ai des images incroyables, ou des choses absolument personnelles qui ne peuvent pas se dire. C'est quand m'a fallu quitter le siège de courrière pour aller vers d'autres fonctions et aussi dans d'autres types de gisements avec des mentalités différentes. Et quand j'ai quitté l'ouest du Bessart pour aller sur la fosse Ledoux. Parce que d'une fosse à l'autre, il y avait des différences? Chaque fosse avait son identité et des mentalités différentes. Les plus bons souvenirs, c'est mon temps que j'ai passé au 4-5 sud de Méricourt. C'est la fosse la disciplinaire qu'on appelait. On mettait en discipline tous les gens des fosses alentours pour aller travailler là-bas. C'était le puits le plus profond, c'était 1000 mètres. Il faisait une chaleur à l'intérieur à peu près de 30 à 35 degrés. On était obligé de travailler en slip, sans chaussettes, avec des chaussures, tellement qu'on suivait, même assis, on ne pouvait pas. Et je crois que c'était le bon temps.
Mais pourquoi? C'était presque un travail de baignard, vous venez de dire. C'était un travail, mais il y avait une camaraderie incroyable à l'intérieur. Incroyable. On ne pouvait pas vous laisser 5 minutes. Vous étiez en panne, vous étiez embêté, vous avez n'importe quoi. 10 minutes après, par le téléphone ou n'importe quoi, vous l'avez sur place. Même en étant, même la direction, n'importe quoi. Pourtant, c'était une fausse disciplinaire qu'on appelait ça. Même la direction, on le faisait. Je vais vous donner un exemple. Le premier soutènement marchand, première taille à soutènement marchand Westphalia, c'est-à-dire allemand, enfin bon, puisqu'il y a eu des essais dans le bassin précédemment. Pour changer à la fin de la taille, pour faire le premier démantèlement de ce soutènement en changement de chantier, on avait tellement chiadé la chose et les gens étaient tellement gonflés qu'on a réussi à faire ça en un week-end. Et un week-end de Pentecôte, alors c'était des communions. Les gens venaient, on fait 20-30 km en vélo ce jour-là, ou en vélo moteur pour venir à la fosse pour changer la taille. Bon, à l'époque, on parlait, dans les autres pays, on parlait de 15 jours, 3 semaines pour changer une taille. En 3 jours, on a changé la taille. Je me rappellerai toujours, une fois on est arrivé, il y avait une berline qui est tombée dans le puits. On a travaillé 3 jours complets, ça veut dire 24 heures sur 24 pendant 3 jours. Je suis remonté, on remontait entre deux pour se laver et puis manger, casser la croûte un bon coup. À la fin des travaux, le patron est venu, nous a félicité et puis je prie de croire qu'il était très heureux. Et nous aussi on est très heureux de ce qu'il nous a donné après. Un beau jour le week-end de Noël, Nouvel An, où la tour du 19 a pris feu. Bon, tout a cramé, les réseaux de câbles, enfin bon, c'était... la reprise, ça tournait. Les gens sont restés 3 jours, 3 nuits. Enfin... Il y a un savant de la Grèce antique qui a dit « Donnez-moi un levier, je soulèverai le monde ». Moi, je dis « L'expérience de la mine prouve qu'on peut dire « Donnez-moi une équipe de mineurs motivés, et ensemble, en renversant les montagnes ». Et c'est vrai. Le panneau de Michel n'a pas été terminé. Le matériel encore vendable en a été retiré. Le reste a été abandonné au feu. Dernier symbole, les dernières gaillettes ont été mises de côté longtemps avant pour le dernier des derniers postes et la dernière remonte des abatteurs le 20 décembre 1990 vers 15 h. Ça va? Bon, attends une minute. Il a pris comme porteur. Non, il l'a pas dit. 3 semaines plus tôt, d'autres hommes, parmi lesquels d'anciens mineurs, avaient ouvert une longue bouette, le tunnel sous la Manche.
Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Que le métier disparaisse ou qu'on risque un jour d'oublier qu'il y a eu des mineurs dans le Nord-Pas-de-Calais? Qu'on risque un jour d'oublier qu'il y a eu des mineurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Nombreux ont été ceux qui ont voulu prévenir ce risque, l'oubli de ce long chapitre d'histoire sociale, économique, scientifique et technique de la région, et d'autres avec eux, des associations ou des communes d'Auchel et Neux-les-Mines jusqu'à Lalin, Denain et Condé-sur-Lescaut, ont voulu conserver le souvenir de ces centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont œuvré dans tous les états du Carbonnier. À Le Ward, les HBNPC, le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, l'État, le Conseil général du Nord ont installé en 82 le centre historique minier. Il a reçu en dotation des matériels, des archives. Il est aujourd'hui l'un des musées les plus visités de la région. 500 000 personnes depuis son ouverture au public en 1984. L'un des plus attrayants, des mieux documentés d'Europe pour conserver la mémoire de la mine et des mineurs de la région. Conserver la mémoire de la mine, ça veut dire d'abord préserver un site. Ici, nous sommes sur le site de l'ancienne fosse d'Ellois, à Le Ward, un site qui a fonctionné entre les années 1930 et 1971, soit à peu près une quarantaine d'années, et sur lequel travaillaient environ 1000 mineurs, dont 800 au fond, qui extrayaient en moyenne 1000 tonnes de charbon par jour. Donc préserver un site, mais c'est aussi réunir une collection d'objets du patrimoine, une collection d'objets qui vont des machines. Vous avez sans doute déjà vu dans la verrière les grosses machines, mais c'est aussi tous les objets qui ont rapport avec la vie, même la vie quotidienne du mineur, soit plusieurs milliers d'objets que nous continuons aujourd'hui à rassembler. Le centre historique minier est toujours en train de se constituer. Et puis surtout présenter le site, la collection, les documents. Nous avons aussi énormément de documents. Les présenter aux générations actuelles et prévoir de les présenter aux générations à venir. Je pense que l'idée forte du site, du siège du centre historique minier, ça a été de reconstituer avec du matériel authentique 450 mètres de galeries, d'offrir un parcours historique dans ces galeries et surtout de centrer l'intérêt primordial sur le mineur, puisque ce sont des mineurs qui font partager la passion de leur métier aux visiteurs. Depuis pas mal d'années, disons que les premières archives commencent au milieu du XVIIIe siècle. Malgré tout, les principaux documents sont du 19e, voire du 20e. Et essentiellement, si vous voulez, on a ici une répartition par compagnie ou par groupe, puisque vous savez qu'avant la nationalisation, il y avait donc les compagnies minières, ce qui fait qu'on a en particulier un fonds très très important concernant la compagnie des mines d'Anzin, que ce soit des documents plans, des documents iconographiques, que ce soit également des documents style rapport de la régie. Ça c'est un exemple. Je pourrais également parler des archives de la Société des mines de Lens qui sont également très très importantes et qui sont d'ailleurs l'objet de travaux de recherche qui sont menés actuellement. Ça peut être aussi bien sûr des scolaires simplement qui viennent faire des exposés, mais aussi bien sûr, et c'est quand même la clientèle la plus importante, des étudiants en maîtrise, en particulier en maîtrise d'histoire, qui travaillent donc à partir de ces documents, ou bien sûr pour des publications de caractères divers, que ce soit des publications d'histoire locale, monographies de villes minières, ou concernant un aspect ou l'autre de la vie du mineur, pour citer quelques exemples. Et ce centre est également dépositaire d'un très important fonds de photos qui va être enrichi par la collection d'images qui est encore détenue par le siège des Houillères. Quand nous aurons fini en 92-93 de rassembler et d'inventorier toute la collection d'objets, le centre historique minier sera achevé. Reste maintenant à donner l'impulsion au centre de culture scientifique de la mine et de l'énergie, qui lui doit s'appuyer, je dirais partir du centre historique minier, donc de la tradition de la mine, pour s'ouvrir sur les énergies nouvelles et s'adresser aux générations à venir. C'est le CHM qui était dépositaire du matériel d'éclairage qui a permis à FR3 de tourner ce reportage qui illustre bien les difficultés du travail au fond. Le matériel électrique non protégé était exclu compte tenu des teneurs en grisou. Nous avons réutilisé une caméra film mécanique, sans prise de son simultanée, avec objectif fixe. La Bell OL date des années 30 et elle a fait
la preuve de sa robustesse. Le son a été enregistré un jour différent des prises de vue, avec un magnétophone antidéflagrant mis au point par le Centre d'études et de recherche de charbonnage de France. Ainsi, nous disposions d'un côté d'une image muette et de l'autre de sons répartis sur une mire. Et voici le résultat du travail de montage. Au fond, les électromécaniciens du Neuf Douanier ont déplacé en 4 lieux différents le coffret d'éclairage de 450 kg, les 6 projecteurs, 25 kg chacun, et l'ensemble des câbles et des boîtes de jonction. Le tout absolument étanche à tout défaut électrique. C'est ainsi que seul le savoir-faire des conservateurs, des mineurs et des techniciens de la télévision régionale a permis de montrer des images de la dernière taille du bassin. C'est aussi l'illustration d'un esprit que, par-delà la disparition de la mine, beaucoup souhaitent sauvegarder. Pour le grand public, la mine, c'est très difficile, comme je vous ai dit précédemment, à imaginer. C'est quasiment impossible. Et on la résume toujours à quelques images d'Épinal. Hein. Bon, c'est un mythe, quoi. C'est Germinal, c'est les grandes catastrophes, ce sont les grandes grèves. Bon. Mais on ne peut pas imaginer ce que c'est réellement, comment ce métier a transformé les hommes. Or, c'est la nature. Hein. Moi, j'ai toujours dit à mes gens, c'est le gisement le vrai patron, et c'est vrai. Et d'ailleurs, les sièges ont été plus ou moins marqués en fonction du gisement qu'ils exploitaient. Le mineur dans ce métier, a toujours été confronté à des problèmes énormes, des forces naturelles extraordinaires, a toujours été soumis à l'instabilité des terrains. On dit toujours qu'un vrai mineur commence, quand il rentre dans quelque chose qu'il ne connaît pas, à regarder en l'air, un petit peu comme un chat, paraît-il, quand il rentre dans une pièce, regarde en l'air. Hein, tout ça, ça vient du temps où il y avait des oiseaux de proie qui pouvaient l'emmener. Bon, même si les accidents par chute de bloc, etc., ont considérablement réduit en importance absolue et relative d'ailleurs depuis la mécanisation, et il reste pour moi vrai que ça a toujours été un métier extrêmement dangereux, avec des conditions naturelles très très sévères. Mais, et c'est ça ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, je crois, à imaginer, c'est que notre gisement était tellement tordu, tellement aléatoire, que nos gars ont toujours été placés devant des situations nouvelles et inattendues, en permanence. Et donc l'ensemble de ces deux choses font qu'ils ont dû développer à la fois un esprit d'initiative personnelle, parce que il n'y avait pas un chef pour dire ce qu'il fallait faire, il fallait prendre des initiatives, mais aussi toujours dans un esprit d'équipe très rigoureux. Et je crois que c'est cet ensemble qui a fait que les mineurs ont, dans leur métier, vécu un peu comme les sportifs. Moi, j'ai connu des équipes, c'était la compétition saine. Bon, bien sûr, il y avait pas de l'argent, il y avait la paix, il y avait, bon, c'est bien évident ça. Mais il y avait presque au départ une compétition saine, comme je le disais. Je crois que les grands stades, les grandes ambiances des stades de villes minières, ça vient de là. Hein. Ça a été fait en France, ça a été vrai pour le rugby en Écosse, etc. Bon, c'est ça. Alors, c'est cet esprit à la fois d'initiative et donc d'équipe qui a développé à la fois la performance, à la fois des gens très... Moi j'ai connu des gars qui auraient été de la trempe des gens qui ont été généraux à 20 ans sous Napoléon, des gens extraordinaires. Mais donc la compétition, mais aussi le partage, la solidarité. Et bon, j'ai connu bien sûr des gens très simples, hein, je vais presque dire simplets, qui ont fait ce métier, se moquer un peu par leurs copains, mais portés par leurs copains, et ils l'ont fait de manière aussi très très bonne.
finalement, il n'y a pas de sous-métier qu'on le fait avec amour, quoi. Et donc c'est ça, c'est cet esprit qui a marqué nos communes minières, qui a marqué notre région, cet esprit d'accueil, de solidarité, ne laissant tomber personne. C'est ça que j'appelle l'âme de la mine, et c'est ça qu'il faudrait arriver à sauvegarder. Alors évidemment, comme tout change, bon, c'est comme ça, c'est inéluctable. Comment faire? Comment garder les fruits de ce métier, les fruits positifs de ce métier, tout en maintenant qu'il est disparu. C'était donc un vœu. Attendez, ce n'est pas tout à fait fini. Les mineurs ne sont pas drôles et on n'aurait pas pu finir sans un sourire. Dans la taille, il a fallu aller à nouveau. Comment? C'est tout? C'est tout. Bien, merci beaucoup. Merci Jean Gabin. Même eux, c'est bon, Jean Gabin.